Faut-il se disputer dans un couple? Certaines personnes sont fatalistes. Donc les disputes sont des manières dont on apprend à se resynchroniser l'un avec l'autre. Les couples qui battent de l'aile, c'est très fréquent. Mais c'est que c'est pas très souriant tout ça. Moi, je préfère les optimistes. Non, on s'engueule plus au-delà de 10 ans. Les engueulades, c'est les trucs du début, c'est les trucs mignons. Que c'est des personnes qui ont une telle capacité à gérer le conflit qu'ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas. Donc c'est ça qui m'arrive. Si je vois pas de dispute sur 30 ans de vie commune, c'est que ma femme et moi, on gère. Du coup, tu vois ce qu'il te reste à faire. Apprendre à gérer sans dispute ni conflit. Et pour ça, tu peux faire comme moi et compter sur la chance et une partenaire exceptionnelle, ou tu peux regarder attentivement cette vidéo jusqu'au bout et t'abonner à cette chaîne pour progresser plus vite. Seulement ce qui compte, c'est de retenir que l'émotion est centrale. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes en permanence traversés par des émotions. Parfois intenses, parfois à peine perceptibles, parfois agréables, parfois désagréables. Du coup, dans un couple, tu t'imagines bien que c'est fondamental. Le couple, c'est un accélérateur d'émotions considérable. Tout est décuplé. C'est connu. L'amour est aveugle, la passion sans limite et le plus souvent magnifique. Et c'est très bien d'y vivre des émotions. C'est dans ces moments-là qu'on se sent vivant. Et c'est pour ça que c'est magnifique de vivre en couple. Sauf qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions. Ou plutôt, on l'a appris au cours de notre vie, dans nos familles, nos rencontres. Et c'est un apprentissage sur le tas, sans réflexion, par expérience, par imitation de certains modèles. C'est un répertoire des habitudes, des compétences, qui sont plus ou moins efficaces. On a tous une façon de faire, mais on ne le fait pas de la même façon. Tes compétences émotionnelles ne sont pas les mêmes que les miennes, parce que ta famille est différente de la mienne, que tu as rencontré des personnes que je n'ai pas rencontrées, et globalement, ton vécu est différent du mien. Résultat, tu composes avec ce que tu sais faire. Peut-être que pour toi, c'est automatique de crier, ou au contraire, de serrer les dents quand ça va pas. Tu bricoles tes solutions à ta façon, dans ta vie comme dans ton couple, avec un partenaire qui fait la même chose de son côté. Elle a son vécu, ses croyances, ses compétences, et quand vous confrontez vos compétences respectives, ça se fait pour le meilleur et pour le pire. Seulement, quand on est blessé par un mot, un geste, une situation, t'imagines bien qu'on a plus tendance à se diriger du côté du pire que du meilleur. Et dans un couple, du fait de l'intimité des relations, toutes les blessures sont à vif. Plus on aime et plus on est proche de quelqu'un, plus ces mots ont le pouvoir de nous blesser. Chaque partenaire est très vulnérable à ce que lui renvoie l'autre partenaire. Si ta partenaire te blesse, la colère monte, c'est inévitable. La clé, c'est de savoir ce que tu vas faire de cette colère. Conséquence, il y a différentes façons de réagir à une blessure, voire de montrer sa colère, mais une seule est positive, celle qui consiste simplement à exprimer son ressenti de façon ouverte, directe, affirmée et non culpabilisante. J'ai été blessé, ça m'a mis en colère quand tu as fait ça. C'est important de le dire, et de le dire bien, avec autant de respect pour soi, pour son propre ressenti, que pour son partenaire. Le plus beau, c'est que sous la blessure, sous la colère, se trouve souvent un trésor à partager. Si vous êtes capable d'exprimer une peur, de la tristesse, de la honte, de la solitude, vous faites le cadeau de votre vulnérabilité. Vous renforcez votre intimité au lieu de l'abîmer. Malheureusement, que font la plupart des humains confrontés à cette situation de blessure, à cette sensation de colère? Ils réagissent de façon instinctive, par la fuite, le combat ou le figement. Certains vont vraiment prendre la fuite et se retirer physiquement. D'autres vont se figer et se retirer émotionnellement. D'autres vont être plus combatifs en infligeant des représailles agressives pour blesser à leur tour la partenaire qui les a blessés. Dans la nature, ces réactions ont été sélectionnées par l'évolution comme efficaces dans une situation de survie face à un danger. Dans une relation de couple, elles ont un effet catastrophique sur la qualité de la relation.
C'est pourquoi on retrouve si souvent des comportements destructeurs dans les disputes. Des portes qui claquent, des silences punitifs, des attaques personnelles, des insultes, des généralisations abusives du genre « t'as toujours été un paresseux » et des violences physiques. Toutes ces réactions sont à bannir de votre répertoire si vous souhaitez vivre heureux en couple. Problème, comment on fait ? Comment on fait pour passer d'une réaction instinctive, animale, profondément ancrée au fond de notre cerveau reptilien à une compétence émotionnelle complexe permettant de dire son ressenti dans les pires circonstances émotionnelles. Face à ça, le premier réflexe, c'est celui du temps de pause. Aucune réaction à chaud ne peut faire du bien. Trouvez les mots pour dire « Stop, c'est trop pour moi, j'ai besoin de me calmer pendant au moins 20 minutes avant d'en reparler. » Ça te permet de sortir du mode réflexe pour te donner l'opportunité de mobiliser l'organe merveilleux de complexité qu'est ton cerveau et ton cœur, ton intelligence et tes émotions. Tu utilises la biologie à ton avantage plutôt que comme un handicap. Et pour être encore plus efficace, lorsque vous reprendrez votre discussion, tu peux vous offrir à chacun un véritable shoot d'ocytocine. C'est une hormone très puissante de l'attachement et de l'apaisement en vous serrant dans les bras pendant au moins 30 secondes. Avec une pause et une étreinte, vous êtes prêts à résoudre ensemble sereinement toutes les difficultés possibles d'un couple qui était prêt à se déchirer. Cependant, une pause et un câlin ne règlent pas le fond du problème. Si tu n'as pas de principe clair pour guider la reprise du dialogue, ça peut être compliqué. Calmer le corps ne va pas suffire. Il faut savoir quoi faire de ces pensées au moment où on réouvre la discussion. Pour ça, tu dois d'abord faire appel à tes capacités de compassion. C'est le point fort de l'histoire évolutive de notre espèce et c'est un atout sur lequel tu peux t'appuyer avec confiance. Compassion envers toi-même, pour commencer. Il te faut reconnaître l'émotion que tu éprouves avec toute la bienveillance dont tu es capable. Ce que tu ressens est bienvenu. Accueille-le comme un cadeau qui en dit long sur toi. Prends le temps de chercher les mots exacts pour déchiffrer ce qui est vraiment là pour toi. Au-delà de la colère, au-delà de la blessure, qu'est-ce qui provoque cette émotion et comment peux-tu en parler ? Compassion envers ton partenaire ensuite. Comment peux-tu exprimer un désaccord, une blessure, une colère, tout en préservant le respect, la dignité et la sécurité affective de ta partenaire ? Compassion envers les enfants si tu en as. L'impact des disputes sur les enfants, c'est considérable. Tu veux préserver à tout prix leur sentiment de sécurité. Leur montrer que vous avez des désaccords, c'est bienvenu, mais uniquement dans la mesure où vous savez leur montrer comment les résoudre en bonne intelligence. La compassion, c'est une ressource merveilleuse pour progresser dans ses compétences émotionnelles. Seulement, ça n'est pas toujours suffisant. Être empathique ne sert à rien si tu continues à rejeter la faute sur l'autre dès que la discussion devient inconfortable pour toi. Par conséquent, il y a un deuxième principe essentiel à intégrer. C'est celui de la responsabilité. Ton couple ne peut fonctionner sainement que si chacun des partenaires assume l'entière responsabilité de ses émotions, de ses actes et surtout des vulnérabilités confiées par le partenaire. Ça veut dire que ce que te dit ta partenaire, c'est un cadeau très précieux dont tu dois prendre soin. Si tu commences à t'en servir comme d'une arme pour lui faire mal, tu n'obtiendras plus de tels cadeaux. Tu dois t'interdire d'utiliser ses faiblesses, ses peurs ou ses confidences comme des armes lors d'une dispute pour lui faire mal ou pour avoir raison. Valide ce que tu entends, même quand tu aurais plein d'objections à lui renvoyer. Son ressenti est tel qu'il est. Même quand tu as l'impression que c'est une forme de critique indirecte sur ton attitude ou tes actes, tu pourras ensuite exprimer ta propre incompréhension face à ce qui vient de t'être livré. Mais sur le moment, contente-toi d'apprécier ce pas en avant dans votre intimité. Malheureusement, tu as peut-être l'impression que c'est plus facile à dire qu'à faire, que l'idée de compassion et de responsabilité, c'est un peu trop abstrait par rapport à la puissance de ton instinct de survie animale. Une menace à fuir ou à détruire, c'est du concret, c'est indiscutable. Aimer avec compassion et responsabilité, ce sont des mots, des concepts, des idées parfois difficiles à saisir.
C'est pourquoi tu ne peux développer ces compétences émotionnelles qu'en ayant une attitude active et délibérée. Tu n'es pas seulement amoureux au sens passif du terme. Tu aimes ta partenaire, activement, délibérément et intentionnellement. Tu ne te reposes pas sur ce que tu crois qu'il préfère. Tu vérifies continuellement que c'est ce qui la rend la plus heureuse au jour le jour. Tu restes connecté à ce que te renvoie cette personne qui partage ta vie depuis quelques années ou quelques décennies. Tu restes continuellement curieux. Tu continues de le questionner, de tester de petites attentions. Tu ne pars jamais du principe que tu la connais par cœur. En faisant ça, tu développes une véritable compétence émotionnelle durable. Alors comme toute compétence, c'est un investissement d'attention au départ, mais ça devient un automatisme après quelque temps. La seule limite à ce fonctionnement, ce serait d'être avec un partenaire qui refuserait cette alchimie, au nom de son ego, de sa volonté de puissance et d'écrasement. D'expérience, ça n'existe pas dans un couple qui a un avenir ensemble. Ça ne peut devenir aussi toxique que dans un couple où l'un ou l'autre, ou les deux, ont définitivement claqué la porte et décidé de mobiliser autant de haine dans leur relation qu'ils avaient eu d'espoir initialement. Ou bien, dans le cas extrême où l'un des deux a une véritable pathologie psychiatrique. Ça ne peut pas arriver entre deux personnes sensées et de bonne volonté parce que même si notre nature nous incite à la dispute, notre expérience nous apprend vite que c'est une souffrance à proscrire. C'est pourquoi je crois fondamentalement à la possibilité de rétablir une forme d'harmonie dans la quasi-totalité des couples. Se disputer n'est pas une fatalité, ni une nécessité, et encore moins une chance. C'est une réaction instinctive et primaire qui peut être peu à peu gommée de vos interactions de couple. Je suis loin de pouvoir appliquer cette sagesse à l'ensemble de mes relations parce que je n'ai pas une confiance suffisante dans l'ensemble de mes interlocuteurs. En revanche, je suis bien trop attaché à aimer activement ma femme pour me laisser dériver vers cette aberration que constitue une dispute de couple. Quand tu intègres ces principes, tu finis par ne plus savoir ce que c'est qu'une dispute de couple. Une dispute, ça suppose qu'il y ait confrontation, affrontement, alors que dans ce fonctionnement fluide que je viens de décrire, tu es toujours en quête de compassion, de responsabilité et d'amour actif. Tu prends acte de ton ressenti, de son ressenti, de votre responsabilité conjointe et surtout de votre envie à tous les deux d'en sortir par le haut. Tu peux toi aussi prétendre à cette harmonie. Si tu trouves que cette vidéo vous y aide, abonne-toi. Et si tu souhaites que je vous accompagne dans cette démarche, fais un tour sur mon site hugoborel.fr. Dans tous les cas, prends soin de toi, de ton partenaire et surtout de votre lien.